Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une prise de parole qui a fait beaucoup de bruit dans le monde du foot. Et on ne parle pas de tactique ou de résultat, mais de quelque chose de bien plus profond, le respect. Notre source, c'est un court extrait, une conférence de presse d'Habib Beye, l'ancien international sénégalais, aujourd'hui entraîneur. Et là, en à peine quelques phrases, il met le doigt sur une tension qui couve depuis des années. C'est ça qui est fascinant. On a vraiment l'impression d'entendre des décennies de frustration contenue qui éclatent. Mais attention, avec une maîtrise et une précision chirurgicale. Ce n'est pas un coup de sang, c'est un diagnostic. Et tout part d'un seul mot. Un mot qu'il choisit avec un soin tout particulier et qui donne le ton, en fait, à toute son intervention. D'accord. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de décortiquer ce diagnostic, de comprendre pourquoi un simple, en apparence, problème de calendrier, de date de libération des joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, pourquoi ça provoque une réaction aussi forte. On va voir que derrière l'administratif se cache une question de principe, de dignité même. Alors, allons-y. Vous parliez d'un mot en particulier. Quel est-il? Le mot, c'est incorrect, dès le départ. Il ne dit pas que c'est regrettable ou mal organisé. Non, il dit que la situation est incorrecte vis-à-vis des sélectionneurs et fédérations. En choisissant ce terme, il sort immédiatement du débat technique. L'incorrection, c'est une faute morale, une rupture des convenances. C'est un manque de respect. Le décor est planté. On ne va pas parler logistique, on va parler de principe. Ah oui, je vois. Il déplace le débat sur le terrain de l'éthique dès la première seconde. Et il enchaîne tout de suite sur la cause de cette incorrection, le timing. Il dit, je cite, «Quand vous avez une date qui est entérinée et que cette information de report leur soit donnée aussi tard, pour moi, c'est incorrect.» Donc ce n'est pas tant le changement qui le choque, c'est la manière. C'est à la dernière minute. Et le mot qu'il utilise, entériné, il est capital. Une date entérinée, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une ébauche de calendrier. C'est un accord qui est validé, qui est acté, qui a force de loi entre les différentes parties. Revenir dessus, ce n'est pas juste un ajustement, c'est une rupture de contrat, un reniement. C'est ça qui transforme un problème d'organisation en ce qui perçoit comme une offense. D'accord, le principe est très clair. Mais concrètement, sur le terrain, quel est l'impact de cette décision prise aussi tard? Parce que ce qui est malin chez lui, c'est qu'il ne reste pas dans la théorie. Il rend ça très très concret. C'est tout à fait ça. Il parle de fédérations qui ont booké des hôtels, des matchs de préparation. Il faut imaginer le château de cartes, des mois de travail, de planification, Ah oui, des contrats signés pour des camps d'entraînement, des billets d'avion qui sont achetés pour des staffs entiers, et surtout, des matchs amicaux qui sont calés. Et ces matchs, ils sont absolument vitaux. c'est le seul moment où ils peuvent travailler ensemble en fait. Exactement. C'est le seul moment où un sélectionneur peut tester des schémas tactiques, créer une cohésion avec des joueurs qui viennent des quatre coins de l'Europe. Donc, annuler un de ces matchs, ce n'est pas juste un contretemps. Ça peut saboter toute une préparation sportive. C'est exactement ça. Pour avoir suivi des préparations de tournois, c'est un cauchemar absolu pour un sélectionneur. Une annulation de match amical, ça peut saper le moral d'un groupe, sans parler du retard pris dans le travail. Ce que Beye met en lumière ici, c'est que les fédérations africaines, contrairement à certains clichés, elles travaillent avec un grand professionnalisme. Elles planifient, elles anticipent, et ce professionnalisme se heurte à ce qu'il décrit comme un manque de respect total pour leur travail. L'impact n'est pas que financier, il est avant tout sportif. C'est un chaos logistique complet. Mais est-ce que, pour lui, c'est juste de l'incompétence, une simple erreur de communication, ou est-ce qu'il y a une raison plus profonde? C'est la question centrale, et il y répond sans la moindre ambiguïté. C'est là que son analyse bascule. Il prononce la phrase qui est sans doute le cœur de toute son intervention. Il dit « Je ne suis pas surpris parce que cette ingérence ou ce côté où on peut impacter cette compétition au dernier moment en pensant que c'est une compétition mineure, ça a déjà existé. » Le mot est lâché. Compétition mineure. C'est une accusation d'une violence rare quand on y pense. La Coupe d'Afrique des Nations, le plus grand événement sportif du continent, traité comme un tournoi de seconde zone, c'est très dur. C'est la clé de voûte de toute sa frustration. Attention, il ne dit pas que la CAN est une compétition mineure. Il dit qu'elle est perçue comme telle, par certaines instances. Et cette perception justifierait, à leurs yeux, qu'on puisse la traiter comme une variable d'ajustement. Un tournoi dont le calendrier est flexible, adaptable aux besoins et aux désirs d'autres entités. On devine lesquelles. Et il utilise un autre mot très fort juste avant, ingérence.
L'ingérence, c'est l'idée qu'une force extérieure, non légitime, vient se mêler de ce qui ne la regarde pas. C'est comme si votre voisin venait décider de l'heure de vos repas, quoi. C'est exactement ça. Dans le langage des relations internationales, l'ingérence, c'est un terme très grave, qui touche à la souveraineté. En l'utilisant, Bayet élève le débat. La question n'est plus les joueurs doivent-ils arriver le 2 ou le 5 janvier. La question c'est qui a le pouvoir de décider du sort d'une compétition continentale? Est-ce que c'est la Confédération africaine de football ou est-ce que ce sont des forces extérieures? Sa réponse est claire. Ces forces se sentent autorisées à agir parce qu'elles n'ont pas la même considération pour la CAN que pour d'autres tournois. Et pour être sûr que son message passe bien, il utilise un argument massu, la comparaison. Il dit que ça ne se passe pas ainsi sur les autres fédérations ou sur les autres compétitions internationales. C'est une façon de dire « imaginez la même chose ailleurs et vous verrez bien que c'est impensable ». C'est un argument rhétorique très très puissant. Il ne nomme personne, mais tout le monde a compris. Il parle de l'euro, de la Copa América. La question qu'il nous demande de nous poser est simple. Est-ce qu'on imaginerait une seule seconde que les grands clubs fassent pression pour retarder l'arrivée des joueurs français ou argentins pour l'Euro ou la Copa, à quelques semaines du début? La réponse est non, bien sûr. Ce serait un scandale international. On imagine le tollé médiatique, un grand club qui dirait à la fédération allemande « Finalement, vos joueurs, vous les aurez 3 jours plus tard ». C'est de la science-fiction. Voilà. Et c'est là que son propos devient implacable. Il met tout le monde face à une contradiction réelle. Pourquoi ce qui est inenvisageable pour les uns devient acceptable pour les autres? Il expose ce qu'il perçoit comme une hiérarchie de faits dans le football mondial, une pyramide où les compétitions européennes sont au sommet, intouchables, et où les autres, notamment africaines, doivent s'adapter en permanence. Son coup de gueule, c'est un refus de cette hiérarchie. C'est une affirmation, la CAN a la même valeur et mérite le même respect. Ce qui donne encore plus de force à tout ça, c'est qu'il ne parle pas seulement en tant que consultant. Il se positionne aussi comme un témoin direct, non? Absolument. Et c'est un point essentiel de sa crédibilité. Il dit « En tant qu'ancien international, j'ai déjà vécu ce genre de choses ». À ce moment-là, ce n'est plus une analyse, c'est un témoignage. Il parle avec l'expérience de celui qui a été dans les vestiaires, qui a dû gérer ces situations schizophrènes, entre la fierté de jouer pour son pays et la pression du club. Ah, ça change tout. Ça veut dire que ce n'est pas un incident isolé, mais une situation récurrente qu'il a lui-même subie. C'est ce qui donne une dimension historique à sa colère. Il ne parle pas pour lui, il parle pour des générations de joueurs africains. Quand il résulte ce sentiment par la phrase « on a l'impression qu'on peut bouger cette canne quand on veut, on peut la placer où on veut », on sent l'usure, le ras-le-bol. Il fait référence à tous ces débats sans fin sur le calendrier, en hiver, en été, au changement de pays organisateur. Ce problème, ce n'est que le dernier symptôme d'un mal plus profond, le sentiment que les instances africaines ne sont pas totalement maîtrises de leur propre compétition. C'est l'idée que ce n'est pas un accident, mais quelque chose de systémique. Une habitude qui perdure parce qu'elle est tolérée. Et sa force, c'est de l'exprimer avec une colère froide, parfaitement articulée. Il ne crie pas, il n'attaque personne nommément. Il pose un diagnostic, mot après mot. Incorrect, ingérence, compétition mineure. Ça ne se passe pas ainsi ailleurs. C'est une construction redoutable. D'accord. Alors, si on devait synthétiser les points clés de cette intervention pour être sûr de bien tout retenir, par quoi on commencerait? Je dirais que le premier point, c'est la requalification du problème. Il nous force à changer de perspective. On pense que c'est un débat technique et il nous dit « Non, vous vous trompez, c'est un débat moral ». La polémique n'est pas sur un calendrier, mais sur le respect. Le mot « incorrect » est le point de départ de tout. C'est vrai, il transforme un problème d'agenda en une question de principe. C'est ça l'astuce. Et le deuxième point? Ose. Pourquoi ce manque de respect? Selon lui, la racine du mal, c'est la perception de la CAN comme une compétition mineure. C'est cette perception qui, dans son esprit, ouvre la porte à l'ingérence et qui justifie qu'on puisse traiter sa planification avec une telle légèreté. Et enfin, le troisième point serait la preuve par l'absurde en quelque sorte. Exactement. Le troisième point, c'est la dénonciation d'un double standard flagrant via la comparaison avec les autres grands tournois. C'est l'argument qui met le système face à ses propres contradictions. Et en disant ça, il ne fait qu'exprimer à voix haute un sentiment très très largement partagé sur le continent. Il devient le porte-voix d'un ras-le-bol collectif. C'est très clair. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dénonce le mal, mais il reste prudent. Il ne nomme pas les responsables de cette ingérence. C'est très habile de sa part. Il laisse chacun tirer ses propres conclusions,
mais le message est suffisamment clair. En ne personnalisant pas l'attaque, il évite de détourner l'attention du vrai sujet, le problème de fond, le problème structurel. Et c'est ça qui ouvre sur la question la plus importante, finalement. Laquelle? Au-delà de l'indignation, qui est légitime, que faire? La sortie de Bélier, c'est un cri d'alarme. Mais après, quelles sont les dynamiques de pouvoir qui permettent à cette situation de perdurer? Et surtout, quelles actions concrètes pourraient être menées pour que la CAN obtienne non pas en parole mais dans les faits, la même considération que ses équivalents? C'est peut-être ça la vraie question qui reste en suspens. C'est la question à 1 million, en effet. Et c'est frustrant de la laisser comme ça. Si on se projette 2 minutes, ça ressemblerait à quoi, ces actions concrètes? On parle de quoi? D'une position plus dure de la Confédération africaine de football? Ce serait une première étape indispensable. Une communication plus ferme, des règles plus strictes dans les règlements de la FIFA et un refus de négocier au cas par cas. Peut-être aussi une meilleure coordination en amont avec les ligues européennes pour sanctuariser les dates. Il s'agirait de passer d'une position réactive, où l'on subit, à une position proactive, où l'on impose son calendrier comme un fait non négociable. Et du côté des joueurs, on voit des stars comme Sadio Mané ou Mohamed Salah. Est-ce qu'un front uni de leur part pourrait changer la donne? S'ils menaçaient collectivement de ne pas jouer pour leur club avant une certaine date, par exemple, ce serait énorme. C'est le levier le plus puissant, mais aussi le plus complexe à mettre en œuvre. Ça mettrait les joueurs dans une situation très délicate vis-à-vis de leurs employeurs, Qui les paye? Oui. qui les payent des fortunes. Mais il est certain que si une vingtaine des plus grandes stars africaines prenaient une position commune et publique, la pression deviendrait immense. Ce serait un geste politique fort. On passerait de la plainte à l'action. C'est peut-être ce qui manque aujourd'hui. C'est tout le défi. Transformer l'indignation individuelle, aussi juste soit-elle, en une stratégie collective institutionnelle. La sortie d'Habib Beye, c'est une étincelle. La question, c'est de savoir si elle peut allumer un feu qui forcera le système à se réformer ou si elle restera une simple déclaration de plus. C'est là que se situe le véritable enjeu pour l'avenir du football africain.